Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais me permettre un petit caprice. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, surtout sur mon ancienne chaîne, eh bien, vous savez que j'ai déjà fait cette creepypasta. Mais bon, je dois bien l'avouer, cette dernière est ma favorite. Tout conteur, quel qu'il soit, a toujours une creepypasta qui résonne avec lui, qui lui a fait vraiment découvrir l'univers des creepypastas, et a fait en sorte que ce dernier veuille en apprendre davantage sur cet univers. Et pour moi, eh bien, c'est la creepypasta que je vais vous raconter aujourd'hui. Durant la fin des années 1940, des chercheurs russes ont gardé 5 personnes éveillées pendant 15 jours. Ces derniers se sont servis d'un gaz expérimental basé sur des stimulants. Ils étaient enfermés dans un environnement scellé afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène. Cela a été fait pour que le gaz ne les tue pas, étant donné que ce dernier était toxique en trop grande dose. Cela a eu lieu avant l'invention des caméras en circuit fermé. Il n'y avait donc que des microphones et des fenêtres de verre épais d'une douzaine de centimètres pour observer les sujets tests. La chambre était équipée de lits d'appoint sans literie, de l'eau courante et de toilettes. Elle contenait également des livres et suffisamment de nourriture sèche pour qu'ils puissent tenir à 5 pendant plus d'1 mois. Les sujets de test étaient des prisonniers politiques, jugés ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. Tout s'est bien passé durant les 5 premiers jours. Les sujets ne se plaignaient que rarement, car on leur avait promis qu'ils seraient libres s'ils acceptaient de subir le test, bien que la libération fût hors des questions. Leurs conversations et leurs activités étaient surveillées, et on a pu noter qu'ils ne parlaient que d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé. Le ton de la conversation devenait de plus en plus sombre après le 4e jour. Au bout de 5 jours, ils ont commencé à se plaindre à propos des circonstances et des événements qui les avaient menés là où ils se trouvaient. Ils ont également commencé à montrer des signes de paranoïa sévères. Ils ont arrêté de se parler et à la place se sont mis à parler au microphone et au miroir sans teint des hublots. Curieusement, ils semblaient penser pouvoir gagner la confiance des expérimentateurs en se retournant contre leurs camarades. Les chercheurs ont tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un des effets du gaz. Après 9 jours, le premier d'entre eux a commencé à crier. Il courait sur la longueur de la chambre en hurlant à plein poumon pendant 3 heures. Il a ensuite essayé de ne pas s'arrêter. Mais il n'arrivait qu'à produire de temps à autre des petits couinements. Les chercheurs ont pensé qu'il s'était déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les autres sujets ont réagi. Ou plutôt, n'ont pas réagi. Ils ont continué à murmurer à l'attention des microphones jusqu'à la seconde où les cris ont commencé. 2 des captifs qui ne criaient pas ont alors déposé les livres, ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments et les ont collés sur les verres du hublot. Les cris se sont rapidement arrêtés après cela. Les murmures adressés au microphone également. 3 jours se sont ensuite écoulés. Les chercheurs vérifiaient les micros chaque heure pour être sûrs qu'ils fonctionnaient bien. Ils pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'ils devaient tous être en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement ardu. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir des réactions des captifs. Ils ont utilisé l'interphone de la chambre, espérant provoquer une quelconque réponse des détenus. Ils avaient peur qu'ils soient morts ou dans un état végétatif. Ils ont annoncé à l'intercom « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre. Si vous n'êtes pas par terre, vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un d'entre vous gagnera sa liberté. » À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme. « Nous ne désirons plus être libérés. » Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Comme il était impossible d'obtenir d'autres réponses en utilisant l'interphone, il a finalement été décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais. Et les voix provenant des micros ont immédiatement commencé à protester. 3 voix différentes ont commencé à supplier. La chambre a été ouverte et les soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets de test. Ils ont commencé à hurler plus fort que jamais, et les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qui était à l'intérieur.
4 des sujets étaient toujours vivants, bien que l'état dans lequel ils étaient ne fût pas qualifiable de vivant. Les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées. Il y avait des morceaux de chair, des cuisses et du torse du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, par ce même fait le bouchant et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. La portion de cette eau qui était composée de sang n'a pas été déterminée. Les 4 sujets survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachées de leur corps. La destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquaient que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents. Des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que la plupart d'entre elles, si ce n'était toutes, avaient été infligées par les sujets eux-mêmes. Les organes abdominaux sous la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons et le diaphragme étaient restés en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Tous les vaisseaux sanguins et les organes étaient intacts. Il avait simplement été retiré et posé par terre, réparti autour des corps éviscérés, mais toujours vivants des sujets. L'appareil digestif des 4 sujets, quant à lui, pouvait être observé en fonctionnement digérant de la nourriture. Il a été très vite clair qu'ils digéraient leur propre chair, qu'ils avaient eux-mêmes arrachée et dévorée durant les jours précédents. La plupart des soldats étaient des Russes d'un commando spécial affecté à l'installation, mais la plupart ont refusé de retourner dans la chambre pour en sortir les sujets tests. Ces derniers continuaient de crier pour qu'on les laisse dans la chambre et suppliaient pour qu'on remette le gaz. Ils ne voulaient pas se rendormir. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsqu'on les a fait sortir. Un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et en est mort. Un autre est sorti gravement blessé, après s'être fait arracher les testicules et perforer une artère d'une de ses jambes par les dents d'un des sujets. 5 autres soldats ont perdu la vie, si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines suivant l'incident. Pendant le combat, la rate d'un des sujets vivants s'est rompue, et ce dernier s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine, mais ce dernier continuait de se battre comme un animal enragé. Il a même par le même fait brisé les bras et les côtes d'un des docteurs. Les chercheurs ont également constaté que son cœur a continué de battre pendant 2 minutes entières après que l'hémorragie l'ait amené à un point où son système vasculaire était rempli avec davantage d'air que de sang. Même après qu'il se soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes. Ce dernier s'efforçant d'attaquer quiconque venait à portée et répétant continuellement le mot « plus » de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. Les 3 sujets tests survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale. Les 2 ayant leur corde vocale encore intacte continuaient de supplier le retour du gaz pour rester éveillés. Celui des 3 ayant le plus de blessures a été amené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. Durant la procédure, il s'est révélé immunisé aux sédatifs qui lui ont été administrés dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale. Il se débattait furieusement contre les liens lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir épais de 10 cm attaché à un de ses poignets, et ce en ayant un soldat de 90 kg qui tentait de maintenir ce dit poignet. Une quantité juste supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir, et à la seconde où ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet test qui est mort sur la table d'opération, il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés, et 9 de ses os avaient été brisés dans sa lutte pour ne pas être maîtrisés, la plupart à cause de la force que ses propres muscles avaient exercée sur ces derniers. Le second survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier. Ses cordes vocales étaient entièrement détruites. Il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération. Et il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésique a été amené près de lui. Il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré à contre-cœur d'essayer l'opération sans anesthésie. Il n'a pas réagi pendant les 6 heures qu'ont nécessité le remplacement de ses organes abdominaux, et ni durant la tentative pour les recouvrir avec ce qui restait de sa peau. Le chirurgien précédant l'intervention
n'arrêtait pas de dire que c'était impossible, que le sujet ne devrait pas être en vie. Une infirmière terrifiée a affirmé que le patient avait plusieurs fois souri durant l'opération, surtout lorsque cette dernière croisait son regard. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayant de parler en se débattant. Supposant que cela devait être important, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin, afin que le patient puisse écrire son message. Le message était simple mais terrifiant. Continuez à couper. Les deux autres sujets testés ont subi la même intervention, tous les deux sans anesthésie. Cependant, il a été nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à faire l'opération pendant que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets pouvaient seulement suivre les médecins des yeux. Le paralysant a été éliminé de leur système après une période anormalement courte, et ils ont rapidement essayé de s'échapper. Au moment où ils ont pu recommencer à parler, ils ont recommencé à demander le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles, et pourquoi ils voulaient de nouveau le gaz. La seule réponse qui leur a été donnée était « Nous devons rester éveillés ». Les liens des trois sujets ont été renforcés. Ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs faisaient face à la colère des militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qui leur avait été fixé. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a au contraire vu du potentiel en eux et a voulu savoir ce qui se passerait si on les replongeait dans le gaz. Les chercheurs s'y sont formellement opposés, mais leurs objections ont été ignorées. Afin de les préparer à être de nouveau dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur électroencéphalogramme et leurs liens ont été renforcés par un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les trois arrêté de se débattre, et c'est au moment où quelqu'un a laissé échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, les sujets avaient énormément de mal à rester éveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyait ses jambes de toutes ses forces, d'abord à la droite puis à la gauche, puis de nouveau à la droite. On aurait dit qu'il avait besoin de quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet gardait sa tête au-dessus de son oreiller et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir été relié à l'électroencéphalogramme, la plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais affichaient parfois inexplicablement une simple ligne. C'était comme s'il subissait plusieurs morts cérébrales avant que tout ne redevienne normal, comme il se concentrait sur le papier qui sortait du moniteur. Seule une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ces ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles d'un sommeil profond, puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois, alors que son cœur arrêtait. Le seul sujet restant en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement. Ces ondes cérébrales montraient les mêmes lignes que son compatriote mort il y avait peu. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre avec les deux sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. Un des 3 qui ont été nommés a immédiatement sorti son revolver et a tiré une balle entre les yeux du commandant, puis a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant. Il a alors posé une question alors que le reste de l'équipe médicale fuyait la pièce. « Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses. Pas avec vous. Qu'est-ce que vous êtes? Je dois le savoir. » Le sujet a souri. « Est-ce que vous avez oublié si facilement? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » Le chercheur s'est arrêté un instant, puis il a visé le cœur du sujet. L'électroencéphalogramme a alors affiché une ligne droite, tandis que le sujet s'étranglait, laissant faiblement échapper quelques mots. « C'est près d'être libre. »